Allez, encore un dernier effort pour la dernière ligne droite, mais la plus belle. Alors, je pense que vous connaissez tous la citation de Churchill, quand, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les députés de la Chambre des communes ont réclamé que toutes les subventions à l'art et à la culture soient supprimées pour alimenter l'effort de guerre, que toutes les ressources soient mobilisées pour l'effort de guerre. Et Winston Churchill, avec son flegme imparable et son cigare au bec, leur a répondu « Then what are we fighting for ?» Ce qui, en français de province, veut dire à quoi bon se battre si c'est pas pour défendre la culture face à la barbarie. Et cette question, on a pu se la poser aussi pendant le confinement, pendant les différents confinements. Je vous rappelle que pendant le premier confinement, les librairies étaient fermées, alors que les magasins de vin et de bricolage étaient ouverts. Bon, le vin, je garde, mais le bricolage, ça se discute. Et voilà, par rapport aux personnes handicapées, aux personnes âgées, finalement, la culture, c'est jamais considéré comme quelque chose d'aussi essentiel que l'alimentation et les soins. Et pourtant l'esprit compte autant que le corps. Et c'est ce que va nous expliquer André Fertier, qui est président de Sémaphore. Vous nous expliquerez ce que c'est. Et vous avez été mandaté pour rédiger le rapport de la société civile sur l'application de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées au titre de l'article 30, qui porte précisément sur la culture. Donc expliquez-nous pourquoi il faut cesser que les personnes âgées soient les damnées de la culture. Merci Sabine. Je crois que j'ai plus rien à dire. Elle a dit l'essentiel. Hein, donc au revoir. Vous êtes ravis de vous rencontrer. Merci beaucoup et merci très chaleureusement à la FNADEPA d'avoir inscrit la thématique culture donc pour ces rencontres, pour son 36e congrès national. Et donc, en effet, parce que nous allons le voir ensemble, c'est une dimension vraiment essentielle de la vie et qui est trop souvent négligée. C'est vrai que mon exposé intervient dans un contexte très particulier, qui est celui de crise liée à la pandémie du Covid, et qui a permis, et heureusement, mais il en faudra toujours d'autres, de donner un éclairage sur les conditions de vie souvent douloureuses, parfois terribles, de milliers de personnes âgées en manque d'autonomie. J'aime mieux dire souvent, moi, en manque d'autonomie qu'en perte d'autonomie, parce que finalement, en perte d'autonomie, ça voudrait dire qu'on considère qu'elles vont continuer à se dégrader. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas une fatalité. Mais parfois, et heureusement, il y a des personnes qui sont stabilisées. Et donc, en effet, un éclairage sur les conditions de vie difficiles de ces personnes, mais aussi un éclairage, et que l'on doit, je pense, toujours entretenir cet éclairage sur les conditions de vie extrêmement difficiles des personnels des EHPAD et des services d'aide à domicile pour exercer leur mission. Par ailleurs, Sabine vient de l'évoquer, dans le cadre de la crise Covid, les lieux culturels ont été fermés et un débat a même a émergé au niveau national sur le caractère essentiel de la culture. Et puis, on a appris, moi en tous les cas avec un grand désarroi, l'enterrement du projet grand âge sur le projet de loi Grand Âge et Autonomie. Et enfin, je dirais aussi que les problématiques que je vais soulever, elles entrent en résonance avec cette quête de sens qui s'exprime avec de plus en plus d'intensité pour les choix de vie personnels, les choix de vie professionnels et les choix de société. Donc, nous le voyons, la culture en effet est un élément vraiment extrêmement important à observer. Et d'ailleurs, nous pouvons remarquer que le sujet de l'accessibilité culturelle, des droits culturels, de la citoyenneté culturelle n'est pratiquement jamais abordé dans les réflexions, dans les recherches, dans les actions sur les personnes âgées en manque d'autonomie. Et c'est bien regrettable, c'est paradoxal, puisque, en effet, les enjeux qui sont attachés à la possibilité de participer librement à la vie culturelle sont extrêmement nombreux et considérables. Un enjeu déjà, je dirais, de dignité. Et
Je cite, c'est vrai, souvent cette phrase que me répétait une centenaire, Simone de Ferrer, que j'ai connue dans un service longue durée de gériatrie, qui avait elle-même travaillé d'ailleurs avec Debussy, Ravel, donc des grands compositeurs, et qui répétait donc je n'aurais jamais imaginé finir ma vie avec comme seul horizon la cuvette des WC. Donc un enjeu en termes de dignité. Un enjeu, nous le savons, ça a été répété tout particulièrement aussi par Alain Villès, le président des Petits Frères des Pauvres, de lien social, de lien familial, donc un enjeu de lien extrêmement essentiel. Et puis un enjeu en termes de santé, de prévention. D'ailleurs, est-ce qu'on n'entend pas régulièrement les pontes, je dirais, de la médecine, qui sont les spécialistes de la maladie d'Alzheimer, répéter régulièrement que le meilleur moyen de prévention, c'est le maintien d'activités, et surtout de ne pas arrêter d'avoir des activités. Mais on les entend rarement, c'est vrai, s'interroger sur finalement l'environnement que réserve la société à ces personnes âgées pour qu'elles puissent avoir et conserver des activités. Donc la prévention, oui. Et puis, je dirais aussi un enjeu vital comme l'a écrit l'anthropologue français Charles Gardou, comme il l'a écrit dans son livre « La société inclusive », soignés par tous, ils peuvent mourir de n'exister pour personne. Oui, dans son livre « La société inclusive », c'est un tout petit livre, mais je le conseille, qui est vraiment intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas déjà. Et puis, sur ce sujet, j'ai une pensée émue pour Madame Émilienne. Madame Émilienne, c'est une personne âgée que j'ai connue dans un service longue durée d'un hôpital gériatrique de la PHP et qui s'est laissée mourir à la fermeture brutale et définitive de l'atelier de peinture où elle venait s'exprimer par ses créations, pratiquement quotidiennement, des heures entières, et un atelier donc tenu par l'artiste peintre Colin Sivoc. Et donc nous le voyons, c'est aussi une question de survie, de vie, c'est un enjeu vital. Il y a bien d'autres enjeux, je dirais aussi des enjeux de droit, et ça j'y reviendrai un peu plus longuement sur les droits culturels, la citoyenneté culturelle, des enjeux de déontologie professionnelle. Moi-même, vous savez, puisque je suis plutôt professionnel de la culture, pendant 15 ans, j'ai fait des tournées, et pour parler très crûment, j'en avais absolument rien à foutre de savoir si les scènes où je venais jouer étaient accessibles ou pas aux personnes en fauteuil roulant. Ces salles donnaient-elles la possibilité à des personnes âgées qui ne pouvaient plus marcher de venir assister au spectacle de théâtre dont j'avais composé la musique ou dans des concerts de jazz, de world music, où j'étais l'un des musiciens? Je ne m'en préoccupais absolument pas. Donc on voit que c'est aussi une question de déontologie professionnelle pour les professionnels de la culture, mais de déontologie professionnelle pour les professionnels médicaux, sanitaires, qui ont, tout particulièrement ceux qui ont en effet en charge les questions, je dirais, de responsabilité, d'aider la personne pour son projet de vie individuel, pour l'accompagnement à ce projet de vie individuel. Donc c'est aussi une question de déontologie professionnelle, j'aime à le dire. Et puis bien sûr, une question aussi de choix de société, je dirais même de choix de civilisation. Et donc, après cette introduction qui nous a permis d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un exposé en 5 parties. J'essaierai d'être assez bref, mais je n'ai pas beaucoup de talent pour cela, j'en suis désolé, mais je compte sur Sabine pour me contrôler. Et donc, en 5 parties, la première qui sera donc sur finalement le constat sur l'accès des personnes âgées en manque d'autonomie à la culture. Le deuxième, la question, en effet, de la citoyenneté et des droits culturels, qu'est-ce que c'est? Le troisième, la question du concept d'accessibilité culturelle et des savoir-faire, c'est surtout la question des savoir-faire aussi qui va avec.
Et puis, la question des obstacles structurels qui empêchent notamment, c'est un peu le thème central de mon intervention, qui empêchent de mettre en place la continuité et l'adaptabilité du service public de la culture pour les résidents des EHPAD, pour les personnes âgées qui sont aussi très nombreuses à rester isolées dans leur domicile. On a vu tout à l'heure des interventions qui indiquent que même des personnes, on les découvre chez elles alors qu'elles sont mortes depuis parfois 2 ans. Et puis donc en 5e et dernier point, après le point sur les obstacles structurels, j'en viendrai à des préconisations. Alors concernant le constat, j'ai l'habitude de dire qu'il s'agit d'un constat assez paradoxal, d'un double constat, puisqu'il s'agit d'un constat extrêmement enthousiasmant et d'un constat accablant. Alors je dirais tout d'abord que pour ce constat, je m'appuie sur mes expériences personnelles, puisque je suis intervenu pendant une 30aine d'années dans le secteur gériatrique, alors tout particulièrement dans le cadre d'expériences initiées, j'aime lui rendre hommage, par le psychologue René Laforesterie, qui était président de la DACPA, l'Association de développement d'ateliers de créativité pour personnes âgées, dans les années de 80 à 2000 jusqu'à 2010, et puis qui ont été développés donc tout particulièrement à l'hôpital Charles-Foix de la PHP, qui était à l'époque le plus grand centre gériatrique en Europe, où il y a eu jusqu'à 1500 personnes âgées en perte d'autonomie. Dans les années 1980, il y en avait un peu plus de 1000. Et puis aussi, dans le cadre donc des actions que j'ai menées en tant que président de Sémaphore, qui est un centre national de ressources pour l'activité culturelle, parce que nous avons mené dans ce cadre aussi, un peu dans différentes régions en France, des actions pour favoriser des partenariats entre des EHPAD et des établissements culturels, notamment, et puis aussi un dispositif qui s'appelait Cascade, cellule d'assistance et de services culturels à domicile, et donc, entre autres, ces actions-là. Et puis, bien sûr, sur des rapports, car il faut le savoir, il y a un certain nombre d'études et de rapports qui ont abordé les questions d'accès des personnes âgées à la culture. Je pense tout particulièrement le rapport du ministère de la Culture, réalisé par le CREDOC, sur l'accès aux livres et à la lecture pour les publics empêchés, et qui a notamment observé la question des EHPAD. Le rapport, ça a été évoqué, des petits frères des pauvres, mais je pense aussi au rapport du Comité national consultatif d'éthique, et puis aussi le rapport du Pôle européen d'activité culturelle que j'ai coordonné sur la question des discriminations culturelles. Alors ce constat, donc j'ai évoqué, il y a un premier constat extrêmement enthousiasmant, et vraiment enthousiasmant, c'est que finalement, alors que vous savez encore sans doute mieux que moi, les personnes âgées en manque d'autonomie cumulent souvent plusieurs handicaps, auditifs, visuels, cognitifs, avec des troubles mnésiques importants, et aussi des troubles moteurs. Eh bien, malgré cette situation, on peut toujours arriver à leur offrir une possibilité d'accès à une grande diversité de pratiques culturelles artistiques, mais à condition qu'on sache et qu'on puisse aménager ce que nous appelons, ça vient un peu du Québec, cette formule, un environnement capacitant. Et donc, j'y reviendrai tout à l'heure pour expliquer qu'est-ce que c'est que cet environnement capacitant, et on aura l'occasion de voir des images aussi sur des personnes âgées en situation. Et donc, l'autre constat qui est accablant, pour faire court, c'est quoi ? C'est que finalement, on peut observer que les ressources en France, qui est le pays au monde où l'État est le plus impliqué au niveau de la culture, on l'appelle un peu la France, on dit c'est un État culturel, c'est-à-dire que l'État, en effet, et les collectivités territoriales, donc l'action publique, jouent un rôle considérable. Et donc que les ressources, d'une manière générale, de l'action publique, issues de l'action publique, pour offrir à la population des possibilités de vie culturelle, ne sont pas mobilisés, ne sont pas rendus disponibles pour les résidents des EHPAD et les personnes isolées à domicile. Ces ressources sont absolument considérables. Je donne quelques chiffres. 1,5 million de professionnels de la culture en emploi direct et indirect. 1,5 million. Je me suis amusé à faire le rapport. Si on met en face 7000 EHPAD, ça fait presque plus de 200 professionnels pour un EHPAD. Environ plusieurs dizaines de milliers d'établissements et de services culturels publics.
autour d'un EHPAD, alors bien sûr c'est très contrasté selon le secteur, le milieu rural, urbain. Par ailleurs, alors, il y a une injustice que tout le monde dénonce depuis longtemps, la région Île-de-France a une dotation en établissements et services culturels qui est 2 fois plus importante que les autres régions. Mais néanmoins, autour d'un EHPAD, il y a des centres d'animation socio-culturelle, il y a des théâtres, il y a des scènes de musique actuelle, il y a des fonds régionaux d'art contemporain, il y a des maisons de la culture, il y a des centres nationaux d'art dramatique, il y a des centres nationaux d'art chorégraphique, il y a des maisons des jeunes et de la culture. Donc, un EHPAD est sur un bassin de vie, sur un bassin aussi de vie culturelle. Et un autre chiffre, en termes de ressources, ces ressources qui sont un bien commun, environ 22 milliards par an investis par l'État et les collectivités. Et donc, de l'autre côté, en effet, on voit qu'il y a 7000 EHPAD avec un peu plus de 600 000 résidents et des milliers de personnes âgées isolées à domicile. Et donc, le constat, c'est que finalement, en effet, la garantie, le principe de garantie d'égal accès au service public et de garantie de sa continuité et de son adaptabilité ne sont pas appliqués, ne sont pas organisés pour la culture, et notamment pour les personnes âgées en manque d'autonomie. Donc c'est une situation qui n'est pas digne et qui n'est pas acceptable. Donc en termes de lien, puisque c'est le thème affiché en effet pour vos journées, je pense qu'il faudra vraiment travailler sur ce lien entre les EHPAD et ce tissu d'acteurs. Et puis, je tiens à attirer l'attention sur un phénomène qui me semble particulièrement grave. Je l'ai vu à titre personnel et des études le montrent. Il existe en France des milliers de personnes, pas que des personnes âgées en manque d'autonomie, mais parmi les personnes âgées en manque d'autonomie, il y en a des milliers, qui ne bénéficient que de soins de nursing, qui n'ont accès à aucune nourriture culturelle au quotidien. Pour plein de raisons. Je ne mets pas du tout, et loin de moi de mettre en accusation, aujourd'hui pas plus que demain, ici pas plus qu'ailleurs, le personnel des EHPAD ou les auxiliaires de vie, des services d'aide et de soins à domicile. Loin de moi. Et donc, il y a des milliers de personnes qui n'ont accès à aucune nourriture culturelle du quotidien, à aucune activité, qui finalement sont considérées qu'au regard de leurs données biologiques. C'est quelque chose d'intolérable, et j'affirme haut et fort qu'aucun être humain ne peut être défini et réduit à ses seules données biologiques. Nous sommes tous des êtres de culture. Et nous ne pouvons pas accepter donc que des personnes âgées en manque d'autonomie soient finalement déchues de leurs droits culturels, de leur citoyenneté culturelle. Alors j'en arrive à mon deuxième point. Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté culturelle, que les droits culturels? Alors la citoyenneté, on le sait, en général, c'est essentiellement des droits, les droits civiques qui sont accordés par un État à ses citoyens. Et j'aime à rajouter, des droits et des devoirs, j'aime à rajouter cette formule qui est d'une sociologue, Dominique Schnapper, qui dit que la citoyenneté, finalement, s'exprime par c'est un idéal type de vie en commun. Tic-tac, tic-tac. Un idéal type de vie en commun, et que finalement, ça définit une forme de manière de vivre ensemble pour une communauté au regard des valeurs démocratiques et des valeurs donc de la République, de la devise de la République. C'est un message codé, mais je crois que vous êtes les seuls à l'avoir capté. Oui, non, mais il resterait combien de minutes finalement? Il reste 10 minutes. 10 minutes, d'accord. Alors on donne 10 tic-tac, et quand il n'y en aura que 5 tic-tac, ça reste 2 minutes. Et donc, au cœur de cette notion de... J'ajoute d'ailleurs que, ça me fait un peu sourire, mais qu'au sein du livret, ce qu'on appelle le livret du citoyen, qu'on remet aux personnes étrangères auxquelles on accorde la nationalité française, il est défini cette notion d'idéal de vie en commun, avec même l'idée qu'on doit porter aide aux personnes vulnérables, etc. Alors je ne sais pas si l'État
donne l'exemple. Mais en tous les cas, au cœur de la citoyenneté, il y a ce qu'on appelle la citoyenneté culturelle, c'est-à-dire qui est sur un socle de droits culturels. Alors comme je dois aller très vite, je veux dire que les droits culturels, parmi les droits culturels, il y a déjà, en France, le préambule de la Constitution. La nation garantit l'égal accès de l'adulte et de l'enfant et de l'adulte à la culture. Et j'aimerais que tous les 4 ou 5 droits que je vais rappeler, j'aimerais que les directeurs d'EHPAD, et les directeurs de services d'aide à domicile notamment, puissent s'en servir comme, je dirais pas une arme, mais un outil dans leur négociation, qu'ils aillent voir les adjoints à la culture, qu'ils aillent voir les directeurs d'affaires culturelles, les adjoints à la culture et à l'éducation populaire, pour dire, mais sans agressivité, pour dire comment on va travailler ensemble pour que ces droits soient respectés. Alors, comme texte, la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 27, qui dit « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle ». Au niveau des personnes handicapées, on a évoqué l'article 30 de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, qui indique que les États s'engagent à ce que les personnes handicapées, donc y compris les personnes âgées en manque d'autonomie, donc puissent avoir un égal accès, accès à la vie culturelle à égalité avec les autres. Et puis, la Charte européenne des droits fondamentaux dit l'Union reconnaît le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle. Enfin, la liste est longue. Pour faire court aussi, je dirais que les droits culturels, c'est le droit de participer à la vie culturelle sans discrimination. C'est le droit aussi d'avoir le respect de ses identités culturelles. Donc pour les personnes âgées, c'est respecter leurs racines culturelles, leurs origines culturelles. Et aussi donc le respect de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur. Et j'aime citer ces paroles d'une personne âgée qui était devenue un ami et qui est mort. Enfin, moi je l'ai connu quand il était en gériatrie. Et il y avait eu une exposition prestigieuse de ses œuvres avec la publication d'un ouvrage, luxueux aussi. Et il avait appris que son nom figurait nulle part. Il a dit « J'espère quand même qu'il y aura mon nom sur ma tombe ». Donc la méconnaissance aussi et le non-respect des droits culturels pour ces personnes âgées, c'est un souci, c'est un problème. Alors, je passe à l'autre point rapidement, qu'est-ce que le concept d'accessibilité culturelle et les savoir-faire ? Le concept d'accessibilité culturelle, pour faire court, c'est le fait que il faut prendre... c'est décliné du concept d'accessibilité universelle, qui est une exigence légale aussi, qui est devenue dans la Convention de l'ONU d'ailleurs. C'est le fait que, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple je l'ai pas dans la poche là, mais de mon smartphone, par exemple, voilà, ce produit a été conçu sur le principe de design for all, d'universal access, de l'accessibilité universelle, c'est-à-dire que les fabricants essaient de prendre en compte tous les besoins spécifiques. C'est-à-dire que, du coup, une personne aveugle peut l'utiliser en autonomie, une personne sourde peut l'utiliser en autonomie, une personne handicapée motrice peut le commander à la voix. Ça, c'est le principe de l'accessibilité universelle. Ce qui veut dire que, par exemple, c'est appliqué pour les transports avec la création de bus, de tramways accessibles aux personnes en fauteuil roulant, la voirie, etc., avec des feux sonores pour les aveugles, des zones podotactiles, etc. Et pour la culture, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va falloir... Dans un EHPAD, par exemple, essayer d'analyser quelles sont, selon les activités, que ce soit en sortie culturelle ou à l'intérieur de l'EHPAD, quels sont les obstacles par rapport à la cécité, à la malvoyance, par rapport au fait d'entendre mal, de ne pas pouvoir, etc., la motricité. Donc, ce qui veut dire que les problèmes aussi d'ailleurs tarifaires, etc., la liste est longue, les problèmes cognitifs, de mémoire. Et il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, les savoir-faire en accessibilité culturelle, et c'est ça quand même une bonne nouvelle, permettent de s'adapter face à chaque déficience. Donc même quand quelqu'un cumule plusieurs déficiences, on peut avoir des solutions. Je prendrai rapidement quelques exemples. Par exemple, moi ça m'a toujours impressionné parce que les résultats sont souvent spectaculaires. Si on donne un micro-cravate à une personne qui a très peu de tonicité vocale, qui entend mal, qui voit mal, qui a difficulté pour tenir le micro, eh bien, tout d'un coup, elle va se réveiller, elle va s'entendre parler, les autres vont l'entendre parler, et de ce fait, elle va avoir envie de s'exprimer, et elle va même avoir envie de chanter, et les autres vont l'entendre. Mais ça suppose un problème de compréhension sur l'accessibilité, parce que la personne âgée, le micro, là, elle reste pas en face, etc., ne le voit pas, comprend pas, et donc, c'est un exemple.
Le fait qu'une personne qui reste couchée puisse même dans son lit peindre des heures, dessiner, peindre, écrire des heures entières, j'en ai connu. Jour et nuit, elle pouvait à toute heure du jour de la nuit continuer à dessiner, à écrire, à peindre. Et il faut avoir à l'esprit que s'exprimer par la création, c'est pas une demi-heure par semaine. Ça n'existe pas. Une personne âgée qui n'est pas en perte d'autonomie, si elle se met à faire de l'aquarelle, elle le fait chez elle un peu tous les jours et elle va avoir une heure de cours par semaine. C'est de la durée. Devant un clavier numérique, si vous avez un très bon clavier numérique, ça demande très peu de tonicité dans les doigts, une très bonne amplification, une palette de timbres très séduisante qui rappelle, par exemple, pour un organiste et son d'orgue, etc. J'ai eu des tas d'exemples qui sont extraordinaires. Donc, vous voyez, il y a des aspects techniques, mais il y a des aspects humains aussi, de compétences. Dans certains cas, pour de la danse assise, pour de la danse en fauteuil roulant, il faut des professionnels qui savent comment on travaille la danse en fauteuil roulant. Il faut pour des sorties culturelles, des médiations culturelles, parfois adaptées. Donc, on le voit, il faut mobiliser des aspects techniques, des savoir-faire particuliers. Ça nécessite donc ce qu'on appelle la chaîne d'action et la chaîne d'acteurs dans l'accessibilité culturelle, puisqu'il y a le problème de l'information qui soit accessible. Si vous êtes une personne âgée, ça vous intéresse faire ça qu'elle n'entend pas. Très souvent, d'ailleurs, ce qui marche, c'est si on met la personne devant des instruments qui sont très, très accessibles, devant un chevalet, des peintures, des crayons, des pinceaux où il y aura eu une réflexion en ergonomie. Et pour revenir en arrière, que l'accessibilité de la signalétique dans l'EHPAD ait bien été pensée pour que la personne âgée n'ait pas peur de sortir de sa chambre parce qu'elle se dit « je ne vais pas pouvoir la retrouver ». Et donc, l'accessibilité culturelle, c'est tout ça. Et pour passer donc au quatrième point, quels sont les grands points de blocage structurel ? Les blocages structurels, c'est qu'au niveau de tous les niveaux de responsabilité de l'État, des collectivités territoriales et même d'une bonne partie de la population, on considère, et ça remonte à avant la Révolution française, que du moment qu'une personne est âgée, à fatigabilité, commence avec le déambulateur, qu'elle est en perte d'autonomie, elle devient en manque d'autonomie, pour ses loisirs et la culture, au mieux, elle relève du CCAS, de l'action sociale, elle ne relève plus de la culture. Et puis, si elle est vraiment très en perte d'autonomie, elle ne relève plus de personne. Mais non, elle va relever du bénévolat, du mouvement caritatif, et heureusement qu'ils sont là. Mais elle ne va pas relever de l'action publique et des services publics de la culture. Ça, c'est inacceptable. Cette représentation-là est inacceptable. Une autre représentation, c'est évidemment les méconnaissances aussi des possibilités et l'idée, on se représente une personne, on la voit grabataire, croupissante entre les grilles de son lit, on s'imagine qu'elle ne peut plus rien faire. En 30 ans, j'ai connu des tas et des tas d'exemples de personnes qu'on voyait comme ça à faire mais qui finalement, devant un piano, savaient encore jouer. J'en ai même vu qui savaient encore déchiffrer des partitions. Et dans la famille, stupéfaite, mais ne savaient même pas qu'elles savaient jouer du piano. Parce qu'en fait, elles avaient appris jusqu'à l'âge de 14-15 ans, elles ne les avaient jamais vues jouer. Mais la mémoire très ancienne était encore là. Et fallait-il qu'elles soient placées dans un environnement capacitant. Et donc les représentations sur la personne âgée. L'approche médicale, l'approche du tout médical, au lieu d'une approche par tous les droits. Médical, il le faut, parce que le droit à la santé est un droit, mais une personne, on n'a pas à la réduire à sa maladie, à son handicap. Et puis cette approche médicale, d'ailleurs, génère souvent des réductions de projets de vie à un projet de soins, une confusion entre pratiques culturelles artistiques et pratiques thérapeutiques à médiation, comme l'art-thérapie. Je n'ai rien contre l'art-thérapie. Moi-même, je suis chargé de formation pour le master en art-thérapie. Mais l'art-thérapie n'est pas une activité culturelle. Art-thérapeute n'est pas une profession de la culture. C'est une profession paramédicale. Moi, quand je veux prendre un cours de chant, je vais voir un professeur de chant, je ne vais pas voir un orthophoniste. Et donc, ça génère ces confusions. Je citerai 2-3 points de blocage qui sont très lourds aussi, qui sont cette habitude, comme le service public de la culture n'est pas intervenu dans ces secteurs sanitaires et médico-social, on s'est habitué à un système de substitution des professionnels de la culture
par des professionnels du soin. Or, c'est totalement contraire aux différents principes qui sont inscrits dans les lois, principes d'égalité de traitement, égalité d'usage, égalité des chances, non-discrimination. Et le dernier point comme obstacle extrêmement important, c'est le fait que les intellectuels qui ont travaillé sur les droits culturels, mais les politiques aussi, les responsables politiques, les élus de la culture par exemple, ont une vision des droits culturels qui a réduit les droits culturels au questionnement identitaire. Au questionnement identitaire, alors que, je l'ai dit, il faut protéger les identités culturelles, ça fait partie des droits, mais il faut protéger le droit de participer à la vie culturelle et respecter les exigences d'accessibilité. Et comme ils ont cette vision qui réduit les droits culturels au questionnement identitaire, ils ne pensent pas aux problèmes d'accessibilité pour accéder à la culture des personnes handicapées, des personnes âgées en perte d'autonomie. Ça, c'est très lourd de conséquences, et notamment, c'est ce qui fait qu'il y a une véritable omerta des élites intellectuelles, politiques, médiatiques, sur les droits culturels, sur les discriminations culturelles subies par les plus d'1,5 million de personnes âgées en manque d'autonomie en France. Ça, c'est un gros point de blocage. Alors, les solutions, pour essayer d'être très très rapide, je sais que là, je suis très serré. Il faut un véritable plan d'action. Il faut arrêter de se satisfaire du seul dispositif national qui existe aujourd'hui, qui est la Convention Culture Santé, et dont les EHPAD, pas les EHPAD, quelques rares EHPAD, bénéficient de quelques miettes. Il faut un véritable plan d'action national. Et par exemple, pour faire court, que les EHPAD puissent être en effet dotés de moyens avec une ligne budgétaire pour avoir un plateau technique permettant l'accessibilité culturelle, y compris le numérique. J'ai oublié d'évoquer toutes les possibilités numériques, j'ai pas le temps, mais je pense aussi qu'elles sont merveilleuses, mais qu'il ne faut pas se faire piéger, enfin tomber dans le piège du tout numérique. Le présentiel est essentiel. Et puis, il faut que les EHPAD aussi élargissent la conception du projet de vie sociale, un projet de vie sociale et culturelle. Il faut qu'il y ait un quota, enfin qu'il y ait un animateur pour pas plus de 30 résidents, alors qu'en général c'est pour près de 100, quand elles en ont, parce qu'il y a des EHPAD, un certain nombre qui n'en ont pas d'animateurs. Il faut aussi, au niveau des politiques nationales et territoriales, que les services publics de la culture aient des obligations de conventionnement avec les EHPAD de proximité, dans une logique de proximité, et instaurer des conseils et des contrats territoriaux de l'accessibilité culturelle sur les bassins de vie, et que dans ces conseils, d'ailleurs, les CVS, les conseils de la vie sociale, puissent être présents, donc les familles, les aidants, les personnes âgées elles-mêmes, et puis, bien sûr, tout le tissu sanitaire, médico-social et social. Et un dernier point, je dirais que nous travaillons actuellement, c'est ma conclusion, nous travaillons actuellement dans le cadre des actions de sémaphore et aussi du collectif national droit culturel et vivre ensemble Agapé, dont je suis le porte-parole, sur 2 chantiers. Je vous en informe parce que je pense que certains parmi vous, ou certaines, pourraient être intéressés et peut-être pour y apporter votre contribution, notamment une plateforme d'enseignement et d'accompagnement en ligne sur l'accessibilité des droits culturels qui va comporter des modules sur les projets culturels des EHPAD et aussi des services d'aide à domicile. Et c'est soutenu par le ministère de la Culture, et ça c'est un point important, comme un atout, par une nouvelle direction. C'est une nouvelle administration centrale qui a été créée au ministère de la Culture il y a quelques mois, c'est assez récent, qui s'appelle la délégation à la transmission des savoirs au territoire et à la démocratie culturelle, et qui a dans ses missions, c'est nouveau, la question du grand âge. Et puis un dernier chantier donc, que je voulais évoquer, nous travaillons aussi sur le dépôt d'une proposition de projet de loi avec plusieurs parlementaires sur la question donc de la continuité du service public de la culture pour les personnes vivant en isolement contraint et aussi pour lutter contre les exclusions culturelles absolues dont j'ai parlé. Et je dirais en 2 mots qu'au regard de tout ce que je viens de vous exposer, vous comprendrez que, bien évidemment, je suis pleinement en accord avec Jean-Pierre Risseau, le président de la FNADEPA, quand il a déclaré « Il faut une réforme sociétale du vieillissement ». Et il me semble qu'une des facettes de cette réforme, c'est cette forme, je dirais, de révolution culturelle qui est de faire entrer
dans l'ADN des professionnels de la culture eux-mêmes déjà, une compréhension et de faire vraiment entrer dans leur ADN les droits culturels, de les faire entrer aussi chez les professionnels des secteurs sanitaires, médico-social et social. Et c'est ce qui permettra de faire vivre les liens intersectoriels qui sont indispensables pour que les personnes âgées soient libérées des entraves à l'expression, à l'effectivité de leur citoyenneté culturelle. Et donc je lance bien sûr une invitation, et je le ferai aussi par écrit, au président de la FNADEPA pour s'impliquer si possible dans le groupe de travail que nous mettons actuellement en place pour travailler sur ce plan national d'action, grand âge et citoyenneté culturelle. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci André Cartier pour ce combat et cette présentation pleine de passion et d'engagement. J'ai vu Jean-Pierre Rizzo Pinot du Bonnet, je crois qu'il relève le défi. Avec grand plaisir. Merci. Est-ce que... Allez, 30 secondes et demie pour une demi-question. Monsieur au fond. Rebonjour. Voilà, je voulais juste apporter un petit témoignage. On a parlé au niveau culture des mondes du professionnel, mais il y a aussi un autre biais, c'est les associations et les amateurs, par exemple sociétés musicales ou culturelles. Donc je vois au niveau de 44, on l'a fait aussi dans le 49, etc. Il y a 2-3 ans, parce on voulait le faire l'année dernière, bon, il y a eu 2-3 trucs qui ont fait qu'on n'a pas pu le faire. On a pu réunir une vingtaine de structures pour un concert d'orchestre d'harmonie. Donc on a pu réunir plus de 200 résidents qui a pu assister un après-midi pour un concert d'orchestre d'harmonie dans nos coins, dans nos campagnes. Il y a également, et en ville bien évidemment, il y a aussi des associations culturelles, théâtre et autres, qui fait qu'à défaut, oui, comme vous dites monsieur, de pouvoir faire intervenir des professionnels, il y a aussi le biais avec les amateurs et aussi les écoles de musique, etc., qui fait que dans l'année, on arrive quand même si c'est pas assez, et ça, on aimerait le faire plus, on arrive à faire vivre à des instants T des moments et des échanges de culture pour les résidents. Voilà ce que je voulais dire. Oui, je vous remercie de ce témoignage. Et malheureusement, comme j'avais peu de temps, j'aurais aimé insister aussi sur la richesse, j'allais dire même colossale, d'initiatives, de bonnes pratiques. Mais je voulais aussi insister sur le fait que nous, ce sur quoi nous travaillons, quand je dis nous, c'est Mafor, Agapé, le collectif national droit culturel et vivre ensemble, c'est aussi pour que la société française sorte d'un système où il y a 2 catégories de citoyens. Il y a une catégorie de citoyens qui a le droit d'accès à la culture dans ce qu'on appelle dans le cadre du droit commun. Le droit commun, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas à attendre qu'il y ait pour moi, à mon attention, un projet pour pouvoir avoir accès à certaines activités. Parce que la bibliothèque, à côté de chez moi, a une offre qui est pérenne, parce que le centre d'animation a une offre pérenne. Si je m'inscris, je peux avoir un atelier d'art plastique toute l'année, un cours de danse, etc. Et donc, il faut avoir à l'esprit que ce n'est pas acceptable qu'il y ait d'un côté des personnes qui auraient accès à la culture que quand il y a des projets à leur intention, et d'autres qui auraient accès à la culture dans le cadre du droit commun. Mais il faut aussi favoriser le développement de projets, parce que même ce que je veux dire aussi, c'est grâce à des projets, et tous les projets que vous portez, et notamment les animatrices, les animateurs en EHPAD en portent de merveilleux, et avec souvent le soutien aussi des équipes des EHPAD. Il faut aussi, par contre, et ça n'est pas fait assez, il faut savoir en tirer le fruit en termes de savoir-faire. Ça, c'est très important. Donc, la notion de projet est extrêmement essentielle aussi, mais il faut en tirer le fruit de ces expériences. Mais je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Merci André. Merci de votre attention. Et il est temps maintenant de passer à la remise du prix Mille Images.